Bonjour à tous, et on va vous parler, nous, des technos qui sont issus du web et qui nous promettent de changer la façon dont on crée des applications mobiles. Alors, pour commencer, qui d'entre vous a déjà fait une application mobile, j'entends, qui a terminé sur le store, App Store, Apple Store, Windows Phone peut-être D'accord, d'accord. Ouais, il y en a pas mal. C'est déjà pas mal. Nous, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser à des technos qui sont donc issus du web, comme je disais, et vous faire un petit retour d'expérience sur nous, l'utilisation qu'on en a fait. Donc on va commencer par se présenter très rapidement. Donc je suis Yann, voici Florian. On est tous les deux architectes développeurs chez BAM, qui se spécialise dans la création d'applications hybrides. Euh, Alors, un point important par lequel on voulait commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi vous ne devez pas faire d'application. Quelles sont les mauvaises raisons en fait, qui peuvent vous pousser à faire une application? Parce qu'en effet, un site web mobile, c'est une garantie de portée, de visibilité, comparée à une app. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est tout simplement que le nombre de visiteurs par mois ou d'utilisateurs de votre app, ça va être beaucoup plus faible que l'équivalent d'un site web mobile. Si ce que vous cherchez, c'est de la portée, de la visibilité, un site web mobile, ça va avoir un impact énorme, d'autant plus si c'est une web app progressive. Maintenant, pourquoi il est plus difficile d'acquérir du trafic dans une application mobile par rapport à du web? La réponse elle est plutôt simple, on l'a déjà entendu à un talk précédent, c'est que là où pour le web vous allez ouvrir votre page et vous allez accéder directement au service, pour une application vous allez devoir vous rendre sur les stores, trouver l'application, accepter donc toutes les permissions, télécharger l'application, l'installer et même potentiellement demander à vos utilisateurs de s'inscrire à votre service. Et comme on l'a vu, à chaque fois on perd 20%, ce qui explique ce gap. Alors, à l'inverse, une app, c'est un signe d'engagement de vos utilisateurs. Et donc, si votre app se suffit à elle-même et a une vraie valeur ajoutée, vous allez avoir un engagement énorme de la part de vos utilisateurs. Ici, ce qu'on voit sur le graphique, c'est que le temps moyen passé sur une app est énormément supérieur à l'équivalent site web mobile. Donc, maintenant, vous, si vous êtes plutôt tourné web, vous ne savez pas forcément comment vous lancer dans le mobile. Et en fait, c'est là qu'on va essayer de vous donner des pistes en vous parlant de notre sujet de prédilection qui est le développement d'applications cross-platform. Alors, une application cross-platform, c'est quoi? Dans tous les cas, on repart de la base, à savoir d'un OS, iOS, Android, Windows Phone, avec les plateformes, les langages et les toolkits qui sont associés à cette plateforme. Ce que va faire un framework cross-platform ou un framework hybride, c'est se placer entre le langage de la plateforme et les toolkits associés et votre application pour vous permettre de développer dans un seul langage une application qui va pouvoir s'exécuter sur donc plusieurs plateformes. Aujourd'hui, il existe des dizaines de frameworks hybrides, ou frameworks cross-platform. On n'a clairement pas le temps de vous parler de tous en 20 minutes. Et en fait, c'est pour ça que, pour ce talk, on a décidé de se focaliser en fait, sur deux de ces frameworks qui ont en fait une approche différente de l'hybride. On a pris 5 critères pour choisir les deux frameworks que nous on utilise au quotidien. D'une part, le fait qu'ils soient open source, ça paraît évident, mais tous ne le sont pas, et c'est un gage de pérennité d'un projet, notamment si on peut contribuer nous-mêmes au framework. On veut également une communauté importante pour ne pas se retrouver nez à nez avec des problèmes et qu'on soit les premiers à s'y confronter. C'est intéressant, mais ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus agréable quand on répète ça jour après jour. Et on veut également, c'est ce qu'on disait au départ, des technos qui sont issus du web. On est ici à Best of Web, et ce qu'on cherche, c'est à pousser au maximum le web au sein des autres plateformes, notamment le mobile. Donc on va chercher des frameworks qui sont basés sur du JavaScript en tant que langage commun, une structure HTML ou du moins qui ressemble pour la construction des interfaces utilisateurs de votre application. Et enfin, pour le styling de tous les composants de l'application, on va s'intéresser à des frameworks qui proposent une approche CSS ou CSS-like pour styliser l'application. Alors, on vous a mentionné juste avant deux approches de l'hybride. Donc, la première de ces approches, c'est celle de la WebView. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une application, vous allez
dedans mettre une WebView, donc un navigateur qui va occuper tout l'espace, et vous, l'intégralité de votre application va tourner dans cette WebView. Pour tout ce qui est accès au natif, en fait, vous allez passer par des plugins qui seront exposés à travers le JS. La deuxième approche, en fait, c'est une approche un peu différente où on n'a pas une WebView qui s'affiche sur l'entièreté de l'écran, mais on a à la place des composants natifs issus donc des toolkits et des frameworks de la plateforme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va piloter l'application et ses composants à travers du JavaScript, mais également un JavaScript qui tourne sur quoi? Sur un moteur JavaScript et non pas un navigateur complet. Du coup, ici, par exemple, JavaScript Core qui est intégré à iOS et qui tourne aussi sur Android. Le premier framework dont je voulais vous parler, c'est Ionic, qui a déjà été légèrement bâché sur Twitter, pour ceux qui ont suivi. Ionic, c'est quoi? C'est un framework qui a maintenant 2 ans, qui est sorti de bêta en mai 2015, et qui bénéficie quand même d'une grande communauté, et ça se voit à travers le nombre de stars sur GitHub, ils en sont à 24 000 aujourd'hui. Ouais, donc le fonctionnement de Ionic, c'est de repartir de la base de Cordova. C'est la première approche qu'on vient de voir, qui fournit donc le socle dans lequel tourne la WebView et tous les accès aux plugins. Il y a des centaines de plugins pour Cordova maintenant qui existent. On utilise Angular pour tout ce qui est l'architecture de l'application, la création des directives, le routing et toutes les facilités offertes par Angular. Et Ionic, ce qu'il vient de faire, en fait, c'est de nous donner des composants, des directives réutilisables et qui sont surtout adaptés au mobile. Donc ce qu'on va obtenir à la fin, en fait, c'est 3 applications, chacune sur leur propre OS, qui seront identiques, mais qui auront déjà un look mobile. Mais c'est pas vraiment suffisant, et en fait, ce qui se passe avec Ionic, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. Et c'est pour ça qu'on ne va pas vous parler plus longtemps d'Ionic, et on va passer directement sur Ionic 2. Donc pour Ionic 2, pas vraiment de grosses surprises. On reste à peu près sur la même stack, donc on a toujours Cordova pour gérer la WebView et faire appel aux plugins. Mais on passe sur du Angular 2, accompagné donc de TypeScript en langage de prédilection et d'un système de composants plus poussé et plus simple à utiliser, et une refonte complète du framework Ionic 2. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Il y a 2 points qui sont très très importants. Le premier, c'est un gain énorme en termes de performance grâce à la transition Angular 1, Angular 2. Et le deuxième, en fait, c'est que au lieu d'avoir 3 applications identiques, vous allez avoir toujours avec le même code 3 applications, chacune adaptée à leur OS respectif. Alors, Ionic 2, c'est quand même pas tout beau, tout rose pour le moment, et nous, quand on l'a utilisé, on a aussi vu les pain points un peu. À savoir que déjà, on se base sur Angular 2, l'approche est beaucoup plus intéressante dans notre sens que Angular 1, mais la documentation, pour le moment, elle n'est pas oufissime, ils y travaillent, mais quand on recherche de l'aide un peu sur Internet, pour le moment, on tombe beaucoup sur Angular 1, et la documentation n'est pas toujours complète de manière générale. Ionic 2, en lui-même, les composants, sa sortie d'alpha, c'est en bêta maintenant. Les composants sont encore pas tous complets. Des fois, on a eu des petits soucis sur le composant de slider qui n'est pas tout à fait au point quand on lui passe certaines options. Donc ça, c'est un peu les pain points. Et pareil qu'Angular 2, quand on cherche des infos pour Ionic 2, on va trouver tout ce qu'il faut pour Ionic 1, mais pas pour la version 2. En termes d'utilisation, pour Ionic, c'est rien de très surprenant, parce qu'on est dans de l'Angular. Donc vous allez appeler vos composants directement dans le HTML. Ce qui est bien avec Ionic 2, c'est qu'au niveau personnalisation des éléments, vous allez avoir des attributs qui vont être disponibles pour styliser ces composants. Après, pour personnaliser l'intégralité de l'application, si vous voulez changer les couleurs des headers, changer la forme des boutons, l'aspect arrondi, en fait, Ionic expose des variables SAS que vous pouvez très facilement surcharger pour tout simplement complètement changer le look sur chacune des plateformes de votre application. Donc en fait, ce qui est très très pratique, c'est qu'avec Ionic 2, on a en très peu de temps une application qui a un look and feel adapté à chaque plateforme et qui est quand même facilement personnalisable. Le gros avantage, encore une fois, c'est le gain de vitesse dès le départ. Pour vous lancer dans Ionic 2, c'est très simple. Une fois les dépendances installées, donc les différents SDK, Xcode si vous êtes sur OS X, en 5 lignes de commande, vous aurez installé Ionic 2, créé votre application, et vous l'aurez lancé sur 2 devices ou 3 si vous êtes sur Windows. Alors, le second framework dont je voulais vous parler, c'est React Native.
On va parler du fonctionnement, mais avant ça, React Native, c'est quoi? C'est un framework développé et utilisé par Facebook, et c'est utilisé dans 2 de leurs apps en production, une app complètement en React Native et l'autre où ils ont intégré des bouts de React Native dans une application déjà existante. C'est le projet open source le plus staré en 2015, ils sont à 33 000 stars actuellement, et ça a une croissance vraiment énorme dans le sens où ils sortent tous les 2 semaines une nouvelle version qui corrige la moitié des problèmes que vous aviez sur la précédente. Donc sur le fonctionnement, ça va être la deuxième approche. Donc vous allez avoir tout votre code qui va tourner dans un moteur JS Core qui sera intégré dans l'application native. Et à travers React plus React Native, en fait React va gérer le rendu. Et React Native va exposer des composants de base, donc vraiment de base, que vous allez pouvoir combiner pour créer, comme vous le feriez avec React Web, des composants plus importants que vous pourrez utiliser dans tout le reste de votre application. Alors, à quoi ça ressemble? Donc là, on va avoir des composants au sens React du terme, donc rien de surprenant, un peu de S6 parce que ça fait toujours plaisir, et puis que React Native nous fournit un packager prêt à l'emploi avec S6. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on va recréer le bouton en fait, qu'on avait vu sur Ionic juste avant. Ici, on a le bouton qui se compose de 3 composants que nous fournit React Native. Touchable Highlight pour définir une zone de clic, Text pour afficher un texte simple, et Icon qui n'est pas en fait issu de React Native, mais de React Native Vector Icons, si je ne me trompe pas, qui nous fournit une tonne d'icônes faciles à utiliser. Bon, en termes d'utilisation, rien de surprenant, on reste sur du React. Donc vous appelez les composants que vous avez vous-même définis à travers du JSX, et vous leur passez les différentes props. Un autre point important, c'est que vu qu'on est dans un moteur JS Core, on n'est pas dans un navigateur. On n'a donc pas accès aux différentes API des navigateurs. Cependant, React Native en fait, implémente sa propre version de ces API. C'est pour ça que, par exemple, on va retrouver le fetch qui permet de passer des calls Ajax et un alert qui va vous afficher une pop-up native. Donc sur la documentation de React Native, vous trouvez tous les polyfills qu'ils fournissent. Quand on utilise React Native pour la première fois, on se demande aussi comment je vais faire pour styler mes composants. Donc React Native nous fournit une approche CSS-like, à savoir que tous les styles que vous allez passer à vos composants sont des objets JavaScript. Ces objets JavaScript utilisent des propriétés qui ont des noms quasi identiques à la majorité des propriétés CSS que vous pouvez trouver. Du coup, background color, par exemple, pour citer qu'une des plus simples. Si on veut ensuite personnaliser pour chaque plateforme ces composants, on va utiliser des fichiers qui finissent par .android.js ou .ios.js, et ce seront ces fichiers qui vont être utilisés pour la plateforme. Par exemple, ici, on va exporter dans un fichier une variable et dans l'autre fichier la même variable mais adaptée à la plateforme et pouvoir utiliser ça, ce qui fait qu'on va réutiliser le code et avoir jusqu'à 80% de code commun et 20% de code adapté à la plateforme. Alors maintenant, on va arriver un peu aux inconvénients de React Native, parce que React Native, ça paraît génial, c'est du natif, c'est fluide, mais il y a un gros mais, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, pour obtenir le même résultat que Ionic 2, on a dû redéfinir le composant et le styliser. Et en fait, c'est un peu un des avantages et des inconvénients de React et React Native, c'est que c'est une base, donc très simple à appréhender, c'est très simple de rentrer dedans et d'obtenir quelque chose. Mais par contre, ça peut en devenir frustrant. Parce qu'en fait, il n'y a pas de librairie aujourd'hui qui vous permet, comme Ionic, d'obtenir un rendu natif intégral de votre application. Et c'est vraiment en fait un des gros désavantages de React Native. Mais ce qu'on espère voir arriver prochainement, parce que mine de rien, React Native bénéficie d'une énorme communauté, c'est voir arriver un Ionic-like pour React Native. Alors, si vous voulez vous lancer dans React Native, ce que je vous encourage à faire, pareil, vous préparez votre Android SDK, vous lancez votre Mac avec Xcode installé, et en 5 lignes de commande, normalement, vous êtes parti, vous avez une application qui tourne dans le simulateur. Il y a même React Native pour Universal Windows Platform qui est en train d'être développé par des petits gars de chez Microsoft, du coup pour avoir une version qui tourne sur Windows Phone ou même Windows 10. Alors, une question qui revient tout le temps en fait quand on parle d'hybride, c'est les performances. De manière générale, pour peu qu'on fasse attention, vous allez avoir une expérience utilisateur qui sera similaire à du natif pur. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, donc si on parle par exemple d'Ionic,
Le problème d'Ionic, en fait, c'est que c'est du web. Vous êtes sur un seul thread qui va gérer et la logique de votre application et le rendu. Donc, le problème, vous allez le voir si vous commencez à avoir trop d'animations, si vous avez de la logique qui est trop complexe, trop d'objets à afficher. Si vous suivez les best practices du web, vous devriez pouvoir tout de même avoir une application qui reste fluide. Ouais, du coup, là, en fait, on va devoir appliquer toutes les techniques d'animation et de performance qu'on peut retrouver pour le web. Pour React Native, c'est un peu différent. Le JavaScript est exécuté sur un thread et l'interface utilisateur sur un autre thread. Ce qui fait que si en fait, vous bloquez votre JS, vous pouvez quand même interagir avec l'interface. Ce qu'il faut faire attention, c'est à ne pas mal utiliser React. C'est-à-dire que si vous faites des renders à tort et à travers, ça va quand même finir par ramer. C'est un moyen facile d'ailleurs de voir si votre application est correctement construite. Vous pouvez loguer tous les renders et vérifier qu'il n'y a pas des renders inutiles lorsqu'on va cliquer sur un bouton ou afficher une nouvelle page. En parlant d'afficher une nouvelle page, un point aussi qui est important, c'est que les transitions se font avec l'élément navigator fourni par Navigation expérimentale et navigation de React Native. Ils se font encore avec du JavaScript, ce qui fait que si vous lancez ne serait-ce qu'une requête lors de la transition, ça va suffire à faire ramer votre transition. Du coup, attendez bien que votre composant en page soit monté et que les interactions soient terminées avant de lancer du calcul ou même une requête. Bon, malgré ces petits désavantages de React Native, il faut les savoir. Une fois qu'on les sait, de notre point de vue, React Native, ça reste le grand gagnant question performance, notamment par ce côté réactif de l'interface. Avant de vous laisser, on voulait parler de deux des gros avantages de faire de l'hybride par rapport à faire du natif. Le premier, c'est le hot reload, ou dans une moindre mesure le live reload. Ce qui est fantastique, c'est que comparé à une application native qu'on développe et qu'on doit relancer à chaque fois quand on fait une modification, même si ça tend à s'améliorer avec les Instant Run dans Android Studio 2, ce qui est pratique, je disais, c'est qu'on peut styler son composant, modifier le composant et avoir en direct dans son simulateur ou voire même sur son device les changements qu'on fait. C'est un gain formidable de temps pour développer et aller super vite. Dans une moindre mesure, si votre framework ne permet pas le hot reload, vous avez toujours le live reload qui vous permet de recharger l'application et de vous éviter tout le temps de compilation dont je parlais juste avant. Maintenant, je vais vous parler de code push. Si vous avez fait du web, vous avez vu à quel point il était simple de déployer une mise à jour d'un site web. Vous lancez votre script et en quelques secondes, cette nouvelle version sera disponible auprès de tous les utilisateurs. Maintenant, combien d'entre vous ont déjà publié une mise à jour sur les stores? Ouais, j'ai entendu ici, c'est l'enfer. Exactement. La façon dont ça se passe, c'est que vous allez devoir builder votre application, l'envoyer sur les stores respectifs. Donc là, pour le Play Store, ça va aller parce qu'il y a une vérification qui est automatique avant la publication de cette mise à jour. En revanche, pour Apple, il y a une vérification automatique. Ensuite, ça passe par une vérification manuelle qui peut prendre théoriquement jusqu'à 2 semaines. Donc quand vous êtes sur des hotfix, autant dire que c'est assez critique. Et en fait, c'est là, et en plus de ça, il faut compter en fait sur la bienveillance des utilisateurs et le fait qu'eux-mêmes mettent à jour leur application. Et en fait, c'est là que Code Push, c'est un moyen de contourner en fait tous ces problèmes. Code Push, c'est quoi? Vous installez un SDK dans votre application, et ensuite, au lieu de publier uniquement votre mise à jour sur les stores, vous allez aussi la publier sur Code Push. Ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois que l'utilisateur va ouvrir l'application, la mise à jour sera téléchargée et installée sur sa machine, sans qu'il n'ait eu aucune action à effectuer. Voilà, donc on a essayé de vous donner un petit aperçu du développement mobile avec les technos du web. Il y a encore plein de choses à parler, par exemple Fastlane, le déploiement, comment optimiser tout ça. Mais bon, on va s'arrêter là pour cette présentation. Merci de votre attention.